Il est 11h32, donc bienvenue à cette Informagro qui est une présentation du créneau d'excellence agroboréal en collaboration avec les autres créneaux bioalimentaires du Québec que je vous présenterai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une belle présentation des gens d'Innovlog. Donc avant de leur céder la parole, permettez-moi quand même de faire quelques petits points d'information. D'abord, je me présente. Isabelle Tremblay-Rivard, je suis directrice du créneau d'excellence agroboréal. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vous accueille, mais je collabore avec un réseau de partenaires que je vais vous présenter à l'instant. Je vais vous partager mon écran un instant. Donc, comme je le mentionnais, donc aujourd'hui, nous allons avoir une séance qui va tenir à propos des bonnes pratiques logistiques pour optimiser vos opérations, présentées par Innovlog. Les séances Informagro, c'est un concept qui nous permet de réaliser des webinaires qui sont gratuits, qui sont ouverts à tous partout au Québec sur des sujets qui touchent le secteur agroalimentaire. Donc, c'est une présentation réalisée grâce au partenariat qu'on a avec Financement agricole Canada, mais également le réseau AgriConseil. Euh, Quand je vous parlais des autres créneaux d'excellence, donc c'est une collaboration qu'on a également avec le créneau Aliment Santé, le créneau Acéricole ainsi que le créneau Transformation. Et nous, AgroBoréal, notre mission, c'est de favoriser les collaborations et l'innovation pour le développement des entreprises et des filières agroalimentaires boréales et durables. Donc, on est un créneau qui fait partie de la démarche Accor. Je vais, avant de céder la parole à nos présentateurs d'aujourd'hui, je vais permettre à ma collaboratrice Sandra Hardy de vous parler un petit peu de Financement agricole Canada. Excellent, merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme dit Isabelle Sandra-Hardy, je suis directrice principale des relations d'affaires chez Financement agricole Canada, que vous connaissez peut-être sous le nom de FAC ou FAC. Euh, comme je dis, c'est ça, c'est un plaisir de collaborer sur ce beau projet, en fait, qui est les capsules Informagro. Je salue l'initiative du créneau agro-boréal pour l'avoir fait puis avoir pu réunir tous les autres créneaux, là. Donc, je pense qu'on a tous, et avec aussi là, Agri-Conseil, le même objectif de soutenir les entreprises et de les aider dans leur structure, dans leur pratique et tout. Puis le thématique d'aujourd'hui est bien choisi aussi. La logistique, je pense qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais c'est un élément qui a un impact important sur l'efficacité et la rentabilité de vos entreprises. Donc, je suis assez confiante que vous allez pouvoir utiliser les justifiés conseils là, qui vous seront partagés aujourd'hui puis les intégrer à vos pratiques. Donc, si je vous parle un petit peu de Financement agricole Canada, qui nous sommes, en fait, c'est une compagnie d'État, une société d'État fédéral, en fait, qui a été créée en 1960. Nos équipes sont déployées partout à travers le Canada. Pour ma part, je fais partie de l'équipe agroalimentaire et agro-entreprise. On a 5 bureaux à travers le Québec. Moi, je suis au bureau de Québec même. Du côté agricole, on a beaucoup plus de bureaux également. Donc, quand on parle des entreprises, l'agroalimentaire, c'est assez facile à comprendre, hein. On peut penser à vos fromageries, tout ce qui touche le domaine de la viande, les charcuteries, la pâtisserie, microbrasserie, tous les breuvages, donc tout ce qui touche la transformation. Donc, ça, c'est vraiment dans nos équipes là, commerciales, agroalimentaires. Et quand on parle d'agro-entreprise, bien, toute entreprise qui contribue à la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire peut bénéficier des financements et des services de Financement agricole Canada. Fait que ce soit des transporteurs de fruits et légumes, des fabricants d'emballage, des concessionnaires de machinerie agricole, des fabricants d'équipements, autant pour l'agricole que pour l'agroalimentaire. Toutes ces entreprises-là sont admissibles chez nous. Donc, souvent, c'est peu connu, là, donc on se fait un devoir de le préciser, d'en parler. Fait que vous pouvez penser à l'ensemble de vos fournisseurs là, qui pourraient aussi bénéficier de nos services. De quelle façon on fait les financements? Donc, nous, c'est tout financement garanti. Donc, que ce soit la construction, l'achat d'immeubles, d'entrepôts, achat d'équipements, des fusions, acquisitions, transferts d'entreprises
Et on a quelques petits produits aussi là, qui peuvent aider au niveau du fonds de roulement. Nos prêts sont aux conditions du marché, donc vraiment compétitifs avec ce que vous allez retrouver dans les banques. Et chez nous, il n'y a pas de trop petits projets, pas de trop grands projets. On peut financer de 50, 100 000 dans un projet. On peut aller jusqu'à 250 millions. Fait que, on voit là, que vraiment, on couvre très largement la gamme et autant d'entreprises en démarrage ou de jeunes entreprises jusqu'à des entreprises en grande croissance, en diversification et tout. Donc, et en plus de nos produits de financement, en fait, on aime partager notre expertise pour le secteur. Donc, sur ça, je vous invite à visiter, que ce soit notre site web, nos réseaux sociaux. Encore ce matin, je n'ai pas vu, mais il y a des capsules, il y avait une annonce au niveau des taux d'intérêt, tout ça. Donc, on a nos économistes en interne qui analysent le tout et l'impact sur nos secteurs et qui publient là, régulièrement, dont 2 rapports sur le secteur des aliments et des boissons qui sont publiés à chaque année, dans lesquels vous retrouvez les contextes économiques de l'année précédente et mettre en lumière ce qui s'en vient là, pour la future année. Donc, souvent intéressant là, pour vous aider dans vos stratégies, faire vos planifications et tout. Puis tout ça par catégorie de produits. Donc, pour ne nommer que celui-là, puis après, bon, on s'implique. On aime s'impliquer, que ce soit avec les Agro-Boréal ou d'autres partenaires très près du CETAC. On présente des événements aussi annuellement là, pour le secteur. Donc, ça fait un tour rapide, mais je vous invite à communiquer avec moi là, pour en savoir davantage. Puis si vous n'êtes pas dans les régions que je couvre, ça me fera plaisir de vous rediriger là, vers mes collègues là, dans votre région. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle rencontre. Encore une fois, merci à Isabelle, à tous les partenaires, puis bonne rencontre. Bien, merci beaucoup, Sandra. C'est vraiment un plaisir de vous avoir comme collaborateur dans nos séances Informagro pour l'année 2024-2025. Si vous voulez revoir les anciens webinaires, ils sont disponibles sur notre site web dans la section Informagro. Donc, on en a plus d'une quinzaine maintenant là, qui touchent des sujets variés. Et on en aura d'autres aussi à venir qui sont également présentés sur la page web. Donc, allez voir régulièrement, là, les dates sont affichées, puis c'est possible de s'inscrire au prochain. D'ailleurs, le prochain sera le 22 novembre avec l'INAF qui va nous parler des leviers d'innovation pour les produits alimentaires. Et on en aura un autre pour optimiser sa présence en ligne avec la table agroalimentaire le 18 décembre. Sur ce, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite à fermer vos caméras, vos micros pour la durée de la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat à la fin de la présentation. Ce sera possible de les adresser à nos conférenciers. Ça ferait pas mal le tour pour moi. Donc, on serait rendu à céder la parole à nos collaborateurs Luce Laporte et Jeffrey Prévost de Innovlog. Ils se présenteront et également mettront en valeur les expertises de ce centre collégial de transfert technologique. Donc, je vous cède la parole. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Luce Laporte, je suis la directrice développement des affaires chez Innovlog. Comme Isabelle vient de le mentionner, on est un centre collégial de transfert technologique. Donc, on fait partie d'un réseau qui est le réseau Synchronex, qui regroupe 59 centres. Nous, pour notre part, on est le seul centre spécialisé en logistique. On est affilié au Cégep André-Laurando à La Salle, là, sur l'île de Montréal. Et on intervient dans tout ce qui est chaîne logistique. Donc, comme tous les centres, on a 4 axes d'intervention. Le premier étant l'aide technique aux entreprises, donc la clientèle cible étant surtout des organismes et des PME qui ont des requis en logistique puis qui ne savent pas trop à quelle porte frapper et qui ont besoin d'être supportés là-dedans. Donc, on fait en moyenne une centaine de mandats par année dans toutes sortes d'entreprises. Comme Sandra l'a dit tantôt, la logistique, c'est un mal nécessaire. Ça existe dans plusieurs projets. Et on est appelé à collaborer aussi sur des projets, comme dans le cas qui nous occupe avec AgroBoréal. Euh, L'autre axe d'intervention, c'est la recherche appliquée. Donc, ce qu'on fait, nous, chez Innovlog, beaucoup d'optimisation de réseau, beaucoup de modélisation, toutes sortes de recherches à propos de nouvelles technologies, par exemple de prise d'inventaire par drone, etc. Et les 2 autres axes sont la formation et l'information.
Donc, moi, pour ma part, je suis formateur depuis 2008 au Cégep André-Laurando en gestion d'entreposage. Je m'occupe des mandats de formation chez Innovlog, que ce soit formation en entreprise ou formation en collaboration justement avec le Cégep André-Laurando. Et au niveau de l'information, ben, on fait beaucoup de veille technologique, puis on diffuse l'information à propos de la logistique. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser avec mon collègue Jeffrey, qui est un analyste logistique chez Innovlog, qui a plusieurs années d'expérience, qui détient une formation à l'ETS en gestion des opérations et de la logistique. Et c'est lui, aujourd'hui, qui va vous parler des bonnes pratiques logistiques en lien avec des formations là, dont Isabelle a parlé rapidement, qui vont être données sur la gestion d'entreposage et la gestion d'entrepôt. Donc, Jeffrey, à toi. Et bonjour à tous. Comme a dit Luce, je m'appelle Geoffrey Prévost, je suis analyste logistique chez Innovlog. Je suis aussi spécialisé en tout ce qui est tableau de bord et visualisation de données, puis aussi en automatisation des processus. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de discuter de certains mythes courants qui reviennent souvent quand on engage des discussions avec les entreprises ou des clients en début de projet. Le but, c'est justement de démystifier certaines idées, voir pourquoi elles ne sont pas toujours vraies et surtout découvrir des solutions simples et efficaces que vous allez pouvoir appliquer à vos opérations sans pour autant perturber vos activités actuelles. Donc, on va déjà commencer par un des premiers mythes qui est que d'optimiser un entrepôt, ben, ça coûte très cher. Pourquoi ce mythe il est répandu? Bah, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, quand on parle d'optimisation, il y en a beaucoup qui pensent que immédiatement des changements structurels majeurs, soit agrandir les installations, acheter des équipements coûteux, voire même mettre en place des technologies complexes. Mais en fait, cette perception, elle est en partie vraie, mais ce n'est pas la réalité de toutes les entreprises. Dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de solutions de haute technologie ou de gros investissements pour essayer d'avoir une amélioration significative. C'est là que le mythe il tombe un peu là. En réalité, bah, il y a une grande partie de l'optimisation d'un entrepôt qui peut être réalisée avec des ajustements simples et abordables. Par exemple, on a beaucoup d'entreprises dans l'agroalimentaire qui ont des entrepôts qui fonctionnent, mais où l'espace est souvent utilisé pas à sa pleine efficacité. Puis il se peut que ces produits, bah, des fois, ils soient rangés de manière aléatoire ou sans logique claire, ce qui va obliger ben, les employés à passer un peu plus de temps à chercher des articles. Puis c'est là où ça va créer des délais dans la préparation des commandes, mais aussi un environnement de travail désorganisé. La première solution, justement, ben, c'est d'essayer de réorganiser un peu l'espace de stockage en fonction des fréquences de sortie des produits. Ça peut sembler basique, mais cette méthode qu'on appelle aussi la méthode ABC, ben, elle consiste justement à classer vos produits en trois catégories. Donc, la première catégorie, c'est les produits qu'on appelle à forte rotation. Donc, c'est ceux qui doivent être placés à portée de main, près de la zone d'expédition. Après, vous avez les produits à rotation moyenne qui peuvent être un peu plus éloignés. Puis, les produits qui sortent plus rarement, qui, eux, vont être stockés dans des zones qui sont moins accessibles. Puis c'est cette approche qui va vous permettre d'optimiser le temps de préparation des commandes sans obligatoirement nécessiter des investissements importants. Vous n'avez pas besoin de dépenser pour de nouveaux équipements ou agrandir l'espace. Vous avez juste à utiliser simplement l'espace que vous avez actuellement de manière un peu plus réfléchie. Un autre point clé de l'optimisation, bah, c'est aussi, ça concerne les équipements de stockage. En fait, si vous utilisez des rayonnages fixes, ça peut limiter votre flexibilité. Puis optez pour des rayonnages justement plus modulaires qui vont s'adapter aux dimensions puis aux quantités de produits. Ça va être une solution plus rentable justement pour maximiser l'utilisation de l'espace sans avoir besoin d'augmenter la superficie de votre entrepôt. Puis en plus, ça va vous permettre de, de déplacer les rayonnages ou de les ajuster en fonction de vos besoins saisonniers ou des changements de volume de stock que vous pouvez avoir durant l'année. Puis il y a aussi bah, la gestion de stock. Il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent encore leur stock manuellement ou avec des feuilles de calcul. Alors, ça peut fonctionner, mais au bout d'un moment, bah, ça va. Il y a des limites parce que ça va entraîner des erreurs, des oublis
ou des problèmes de surstockage, qui est un défi très important dans la logistique. Puis en mettant justement un système de gestion de stock, même une version un peu basique, bah, vous pouvez améliorer la précision de suivi des produits, réduire les erreurs de préparation, puis aussi automatiser des tâches répétitives. Puis aujourd'hui, il y a des options qui sont beaucoup plus abordables. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec des outils euh, qui sont pour des grandes entreprises. Et, vous n'avez pas besoin d'un système complexe et coûteux. Il y a des solutions qui s'adaptent à la taille de votre entreprise, puis à vos besoins spécifiques. Donc, optimiser votre entrepôt en utilisant ces solutions, ça vous permet non seulement de gagner du temps, mais ça va aussi vous permettre de maximiser l'efficacité de vos opérations sans gros investissements, en réduisant le temps de préparation de commandes, puis en diminuant les erreurs. Puis si vous réduisez ne serait-ce que de 10% le temps passé à chercher des produits dans l'entrepôt, bah, ça peut avoir un gros impact sur vos coûts opérationnels à long terme. Puis ça va vous permettre, avec ces économies, bah, justement de les réinvestir ailleurs, que ce soit bah, soit dans l'amélioration de vos produits ou dans l'expansion de votre entreprise. Pour le deuxième mythe bah, qu'on va aborder, bah, c'est que le fait de changer nos pratiques, ça va perturber les opérations. Bah, c'est une crainte légitime que beaucoup d'entreprises partagent. En fait, l'idée de modifier ces processus, surtout quand ils fonctionnent, bah, ça peut être perçu comme risqué. Puis ça vient souvent du fait qu'on craint de déstabiliser un peu son équipe ou de créer des interruptions dans le flux du travail quotidien. Mais, mais il est important quand même de comprendre que même si cette peur, elle est naturelle, elle ne doit pas devenir un obstacle à l'amélioration. En fait, les changements logistiques ne doivent pas forcément être perturbateurs, mais surtout ils sont planifiés de manière progressive et réfléchie. Puis en fait, il existe des manières d'introduire de nouvelles pratiques tout en minimisant les perturbations, voire en évitant complètement des interruptions dans vos opérations. Les entreprises ben, ont souvent des habitudes bien établies, mais qui sont utilisées depuis des années, perçues comme sûres. Mais on oublie parfois qu'avec le temps, avec les nouveaux enjeux, que ce soit euh, logistique, économique, mais aussi environnemental et puis social, puis les nouveaux enjeux qui arrivent, ben, ces pratiques qui étaient bonnes jusqu'à maintenant ben, peuvent devenir obsolètes ou moins efficaces face à des changements dans l'environnement commercial et technologique. Donc, si on prend par exemple une entreprise agroalimentaire qui gère son stock de manière manuelle, ben, les erreurs de suivi ou de gestion de stock bah, vont devenir plus fréquentes au fur et à mesure que l'entreprise s'agrandit. Donc, l'idée d'automatiser justement une partie de cette gestion, ça peut sembler perturbant, mais en fait, ça va réduire les erreurs puis améliorer la précision des opérations. Puis pour ça, bah, il existe des approches simples, celle qu'on appelle l'approche bah, par étapes ou pilotage progressif. Donc, au lieu de déployer justement un changement radical dans toute l'entreprise, l'idée, c'est de commencer par des tests à petite échelle. Donc, vous pouvez appliquer la nouvelle pratique sur une petite section de votre opération, par exemple en prenant uniquement un seul produit ou juste justement, comme on a dit tantôt, les produits à forte rotation ou sur une seule ligne d'activité afin justement d'étendre cette méthode progressivement. Puis, si on prend l'exemple d'un entrepôt, bah, si vous voulez mettre en place justement une nouvelle méthode de gestion de stock, bah, vous n'êtes pas obligé de tout transformer d'un coup. Vous pourriez commencer par tester cette méthode sur une catégorie spécifique de produits, puis vous allez pouvoir élargir la méthode à d'autres sections. En fait, cette méthode-là, ça va vous permettre de limiter les risques. Puis, en la testant d'abord à petite échelle, vous allez identifier justement les éventuels obstacles, les ajustements nécessaires à faire. Puis après, vous allez pouvoir les appliquer à plus grande échelle, ce qui va vous permettre de corriger les erreurs avant qu'il y ait un impact. Puis en plus, ça va permettre aussi à vos équipes de s'adapter progressivement parce que c'est sûr que dans tout changement, ben, le plus important, c'est cette gestion du changement avec l'équipe parce que qu'elle soit technologique ou méthodologique,
ben, c'est souvent mieux accepté lorsque c'est introduit par étapes. Que vos employés, ben, ils vont avoir le temps de se familiariser avec les nouvelles pratiques sans non plus être submergés d'informations et se sentir un peu perdus dans tout ça. En fait, là, les formations, elles doivent pas être très compliquées, elles doivent juste préparer vos employés à ces nouveaux outils, puis à ces processus. Puis la façon d'éviter justement des perturbations, bah, c'est d'essayer aussi de suivre les changements, voir quels indicateurs de performance on va vouloir prendre en compte justement pour s'assurer que cette méthodologie, ben, elle est efficace et que elle a bien été mise en place. Par exemple, si vous testez une nouvelle méthode d'organisation des stocks, vous pouvez suivre des indicateurs tels que le temps de préparation des commandes. Vous pouvez voir si, il y a le nombre d'erreurs de préparation ou même le délai de réapprovisionnement des produits. Puis ça va vous donner une idée un peu plus claire de l'impact des changements sans avoir justement à tout bouleverser. Puis en plus, maintenant, vous avez aussi des outils numériques qui peuvent vous aider à piloter ces changements sans tout perturber. Il y a des plateformes d'automatisation telles que Power Automate ou Zapier, ou même des outils de base de données tels que Airtable ou Microsoft List qui vous permettent d'automatiser certaines tâches comme la gestion des stocks ou la planification des livraisons sans que ça nécessite de gros investissements en temps ou en ressources humaines. On, euh, on passe au troisième mythe, celui du fait que nos méthodes actuelles fonctionnent bien, alors pourquoi on devrait les changer? Donc ça revient un peu au mythe précédent, mais c'est une question que beaucoup d'entreprises, surtout celles qui arrivent à se maintenir pendant des années justement avec des méthodes éprouvées, se posent régulièrement. Euh, En fait, si vos opérations tournent bien, que vous n'avez pas de problème majeur et que vous réussissez à atteindre vos objectifs, c'est logique et compréhensible de se demander pourquoi prendre des risques en adoptant de nouvelles pratiques. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont souvent dans une logique de réactivité plutôt que de proactivité. La plupart du temps, s'il n'y a pas de problème majeur ou d'incitation à changer, on va essayer de rester un peu dans une zone de confort. Puis on est plus en réponse à des nouvelles lois ou nouveaux programmes qui sont mis en place. Par exemple, quand il y a la loi 25 qui arrive, quand il y a maintenant tous les enjeux environnementaux et puis l'économie circulaire, là, on commence à se dire qu'il y a des changements à apporter, alors qu'il faudrait essayer de voir ça avant pour essayer d'avoir un temps d'avance sur, ce qui va, sur les évolutions futures. Donc, tout ça, ça peut rendre des méthodes qui étaient autrefois très efficaces, moins pertinentes dans les conditions actuelles ou qui vont venir. Donc, c'est pour ça que il faut que les stocks soient mieux gérés ou avec des systèmes plus simples. Euh, En fait, quand vous avez besoin de réapprovisionner un produit en regardant simplement vos étagères, bah, ça arrive souvent que justement, quand vous regardez, instinctivement, vous vous dites, ah bah, je, je connais mon entreprise, je sais comment la gérer et tout. Mais en fait, c'est quand elle va grandir, quand les volumes de commandes vont changer, quand vous allez avoir plus de clients, bah là, ça va être des méthodes qui vont être plus éprouvées, qui vont être plus difficiles à, à garder comme elles étaient efficaces. Donc, en adoptant un système plus automatisé de gestion de stock, même avec un outil simple, bah, ça vous permet de mieux anticiper ces changements. Vous aurez une vue en temps réel de votre inventaire, vous allez pouvoir planifier les réapprovisionnements avec plus de précision, puis vous allez pouvoir réduire les risques de surstockage ou de rupture de stock. Donc cela, ça va signifier que bah, vous n'allez pas avoir à abandonner votre méthode actuelle, mais plutôt à l'affiner puis à la renforcer avec de nouveaux outils. Puis en fait, le concept clé là-dedans, c'est vraiment l'amélioration continue. En fait,
il s'agit pas juste de changer d'un coup ou de remettre en question tout ce qui fonctionne bien. Il s'agit de rester à l'écoute des évolutions du marché, puis d'apporter justement des améliorations progressives qui vont permettre à votre entreprise de rester compétitive et d'anticiper les changements qui vont arriver. Puis même si vos méthodes, bah, elles sont efficaces actuellement, il y a toujours des petites améliorations à apporter. Puis c'est des améliorations qui ne sont pas forcément coûteuses, compliquées à mettre en place. Par exemple, si il y a des ajustements simples dans la manière dont vous organisez votre entrepôt, ben, ça peut avoir un impact important sur l'efficacité. Par exemple, si vous appliquez la méthode FIFO, qui est première entrée, première sortie, ben, où les produits périssables vont être traités en priorité, ben, ça peut vous aider à réduire justement les pertes, puis améliorer la rotation des stocks. Puis c'est aussi important de prendre en compte ben, l'impact des nouvelles technologies. Aujourd'hui, ben, il y a des solutions numériques qui sont plus abordables, qui peuvent s'intégrer à vos méthodes existantes, justement sans perturber vos opérations. Il y a des outils de suivi de stock par code barre ou RFID qui vont vous permettre de suivre vos produits en temps réel avec plus de précision. Et, euh, et ça va aussi réduire les erreurs humaines et augmenter l'efficacité des processus que vous avez déjà mis en place. En fait, là, le changement, il ne faut pas qu'il soit perçu comme une menace, mais plus comme une opportunité d'améliorer ce qui fonctionne déjà bien. En étant proactif, vous allez éviter d'être pris de court lorsqu'il y a des défis qui se présentent. Puis on sait que là, actuellement, les défis sont nombreux. Et ça signifie que vous n'allez pas jeter vos méthodes actuelles à la poubelle, là, mais vous allez juste les renforcer, les améliorer, puis les adapter à vos nouvelles réalités. Donc, le mythe 4, ça va être de démystifier bah, le fait que optimiser le transport, c'est juste trouver le chemin le plus court. Donc, ça, c'est une idée assez répandue. Donc, c'est vrai que ça semble assez logique. Si vous cherchez à optimiser vos opérations de transport, bah, la première chose qui vient à l'esprit, ben, c'est qu'on veut réduire la distance parcourue. Parce que plus la distance est courte, plus les coûts de carburant, les frais d'entretien et le temps de conduite va être réduit. Mais la réalité de l'optimisation du transport, ben, c'est bien plus complexe que ça. Euh, Trouver le chemin le plus court, c'est un élément important, mais c'est juste une partie de la stratégie d'optimisation. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'optimiser les transports. Et il faut se focaliser uniquement sur la distance peut, dans certains cas, même s'avérer un peu contre-productif. Donc, l'optimisation du transport, bah, ça consiste en fait avant tout à maximiser l'efficacité globale de votre flotte. Et le but, bah, c'est prendre en compte plusieurs éléments et pas seulement la distance. Donc, il faut prendre en compte bah, le taux de remplissage des camions. Donc, le but là, c'est essayer de maximiser le taux de remplissage de vos camions. Essayer de, si vous envoyez par exemple un camion à moitié vide, ben, parce que vous avez privilégié la distance, sans considérer la capacité du véhicule, ben, vous allez perdre une opportunité d'optimisation. Puis un camion qui est rempli à pleine capacité, bah, ça permet de rentabiliser chaque kilomètre parcouru. Puis ça signifie aussi que bah, il faut coordonner ces livraisons de manière à maximiser le volume transporté à chaque projet. Puis un camion qui roule à moitié vide, c'est jamais une bonne stratégie, même s'il parcourt une courte distance. Puis c'est ça, je fais le but, c'est de vraiment réduire la réduction des trajets à vide. Et puis ça implique aussi justement la gestion des retours. Que l'un des plus grands gaspillages dans le transport, c'est les trajets à vide, c'est-à-dire que on revient sans chargement. Il y a des entreprises justement dans l'agroalimentaire qui essayent de revenir justement avec des produits, soit aller récupérer des produits qu'on va mettre à son entrepôt, soit juste récupérer des produits. Bah, on livre la marchandise, puis par exemple, on fait un système de consignation, puis on récupère par exemple les bocaux ou les bouteilles
qu'on va gérer nous. Comme ça permet justement de ne pas revenir à vide et puis d'optimiser au mieux son transport. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, ben, c'est les fenêtres de livraison. Ça, c'est un aspect vraiment important. De coordonner vos livraisons en fonction des disponibilités de vos clients et puis des restrictions horaires. Fait qu'un trajet qui va être plus long, qui ne respecte pas les fenêtres, fait si vous arrivez avant ou après, bah, vous pouvez avoir des pénalités ou juste votre livreur bah, va juste être en attente sur le quai de chargement, donc ça va engendrer des coûts. Puis ce qu'il faut faire aussi, ben, c'est l'utilisation d'outils numériques. Il existe des systèmes de gestion de transport qui peuvent permettre de planifier et d'optimiser vos itinéraires, justement en prenant en compte de ces facteurs comme la circulation en temps réel, les coûts liés à chaque itinéraire, la météo, puis la disponibilité des véhicules. Puis un point important aussi, ben, c'est la mutualisation des transports. C'est une stratégie qui est de plus en plus utilisée par les PME, notamment dans le secteur agroalimentaire. Donc le partage d'entrepôts, de camions, ça permet ben, de mieux gérer ces livraisons. Puis c'est vraiment intéressant justement pour les plus petites entreprises qui n'ont pas toujours assez de volume pour remplir un camion à chaque livraison. Puis surtout, ça permet de prendre en compte ben, l'impact environnemental qui est vraiment un facteur clé maintenant dans le secteur agroalimentaire puis dans le transport. Donc, fait, le mythe suivant qu'on va explorer, ben, c'est justement la mutualisation des ressources logistiques. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est trop complexe pour pour les petites et moyennes entreprises. Mais c'est vrai qu'à première vue, ça peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est une solution qui est vraiment très accessible. Nous, on accompagne justement actuellement des organisations communautaires dans l'agroalimentaire actuellement, dans la mutualisation de transport et dans la mutualisation d'entrepôts. Alors au début, il y a beaucoup de craintes. Ils ont ils parlent beaucoup entre eux, ils ont beaucoup d'informations, mais c'est vrai qu'il y a toujours la crainte de passer le pas. Mais justement, là, en regardant où étaient localisés leurs fournisseurs, où étaient localisés leurs clients, bah, on a vu qu'un entrepôt qui était déjà utilisé par une des organisations et qui avait déjà plus de 20 000 pieds, 20 000 pieds carrés disponibles pour d'autres organisations, eh ben, était la localisation optimale. Puis ça a permis de voir que cet entrepôt était accessible à d'autres organisations qui, eux, avaient besoin de 6 000 à 10 000 pieds carrés, avec justement des coûts au pied carré qui sont de 5 à 10 dollars de moins que le prix moyen du pied carré à Montréal. Puis ça a permis de voir que, en fait, eux, ils avaient déjà cette information, mais avec les données qu'on a pu analyser, avec les outils qu'on a d'optimisation de localisation et d'optimisation des routes, on a pu leur montrer qu'il y avait un réel bénéfice sur le transport, sur leur entrepôt, et puis qu'ils allaient pouvoir mutualiser, parce qu'il y a une des compagnies qui a aussi un 53 pieds disponible qui est des fois à vide. Donc, la mutualisation, c'est bénéfique et je pense que ça allait encore plus pour des petites organisations parce que, ils peuvent partager leurs ressources, partager leur équipement et puis des enjeux qu'ils ont, eh ben, ils peuvent être réglés par d'autres compagnies. Donc, et puis ça peut amener aussi des gains, des réductions de coûts. Ça va amener une flexibilité accrue. Ça va permettre de mieux gérer les fluctuations saisonnières ou les imprévus. Là, dans notre exemple, par exemple, une des entreprises avait déjà un entrepôt, mais ça faisait pas 4 saisons. Donc, ça fait qu'ils étaient obligés d'arrêter leur service en hiver. Puis là, en voyant qu'il y avait une possibilité de mutualisation, ils vont pouvoir travailler à l'année et pas juste faire des livraisons pendant l'hiver, et juste faire un service de livraison. Ils vont pouvoir vraiment continuer à apporter des produits à leurs clients. Donc,
la mutualisation, finalement, elle peut se faire de façon simple, puis sans que ça soit trop lourd administrativement. En fait, le but là, l'objectif, c'est identifier des entreprises qui ont des besoins similaires. Essayer de commencer au début par des projets pilotes, commencer avec des petits arrangements formels. Au départ, vous pouvez essayer de tester juste la mutualisation d'un entrepôt sur une période saisonnière pour s'assurer que tout se passe bien, puis justement limiter les risques tout en essayant d'évaluer un peu les, les gains potentiels. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est essayer d'utiliser des outils de coordination qui sont assez simples. Donc, il existe des applications de gestion des entrepôts, des calendriers partagés ou même des outils comme de base de données, comme j'ai parlé tantôt de Airtable ou Trello, qui sont des petits outils qui vont permettre de gérer efficacement la répartition des ressources sans que ça devienne non plus un casse-tête administratif. Là, on va passer justement au mythe des outils numériques. Donc, on pense souvent que c'est trop compliqué, que ça demande trop de temps à mettre en place. En fait, l'idée, c'est que les outils numériques, on pense souvent qu'ils sont chronophages, que ça vient souvent d'une mauvaise compréhension des solutions. Mais ça vient souvent justement d'une mauvaise compréhension des solutions qui sont disponibles aujourd'hui. Quand on pense aux outils numériques, on pense aux gros outils qui sont par exemple SAP, Dynamics, qui appartient à Microsoft ou même Oracle. Mais c'est vrai que pendant longtemps, bah, c'était des technologies qui étaient principalement réservées aux grandes entreprises avec des équipes informatiques dédiées, là. Mais maintenant, il y a des solutions peuvent, qui existent, qui sont beaucoup plus accessibles, qu'on appelle des outils ben, no-code ou low-code, qui, eux, nécessitent beaucoup moins de compétences techniques, puis qui sont aussi conçus pour être beaucoup plus intuitifs et qui s'adaptent parfaitement aux besoins des petites entreprises. En fait, là, le terme no-code, ça fait référence justement à des outils qui permettent de créer des applications ou qui vont permettre d'automatiser des processus sans avoir besoin d'une équipe d'informatique ou de la programmation. Euh, nous, justement, au sein d'Innovlog, c'est quelque chose qu'on utilise, par exemple, pour la gestion euh, de notre relation client, faire le suivi des projets, automatiser la facturation. Bah justement, on fait des choses avec Power Automate. Même pour lire les données, on regarde avec Power BI, puis avec les solutions qu'on a déjà. Au lieu d'aller sur des outils compliqués alors qu'on est une entreprise de 15 à 20 personnes, on est allé vers des outils plus faciles d'accès où on peut mettre en place des choses rapidement. Des fois, là, ça arrive qu'on a une idée d'automatisation. Par exemple, là, pour gérer notre relation client, à la fin d'un projet, on a voulu envoyer un sondage à nos clients dans l'intégration de notre fermeture de projet. Puis là, on voulait voir si on pouvait l'automatiser. On en a parlé le matin et puis à la fin de la matinée, on a testé les choses pour voir si c'était faisable et puis on a pu l'implanter directement. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites dans la journée suivant vos besoins spécifiques et suivant la nature des changements que vous voulez apporter. Mais en fait, l'important là-dedans, c'est quand même au début d'essayer de commencer petit, pas vouloir tout de suite faire une application de gestion d'inventaire. Vous pouvez commencer avec des choses où vous créez votre base de données, où ça va vous donner des alertes justement, juste pour certains indicateurs qui vous intéressent. Puis il y a différents outils qui existent. Chez Microsoft, il y a Power Apps, il y a Power Automate si vous avez déjà la solution Office. Mais sinon, il y a d'autres solutions telles que Airtable, Zapier, Make, qui vous permettent de- d'automatiser un peu tous vos processus. Là, on passe à l'avant-dernier mythe qui est que mesurer les résultats des nouvelles pratiques logistiques, bah, c'est assez abstrait. Bah, ce mythe, en fait, il existe beaucoup pour beaucoup d'entreprises. Nous aussi, il y a 5 ans, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas beaucoup, mais on a finalement, en travaillant avec beaucoup d'entreprises, puis en regardant aussi, nous, nos besoins à l'interne, on a eu de plus en plus de données
Puis ces données, bah, des fois, elles étaient un peu dormantes. Puis on a commencé justement à utiliser des outils tels que Power BI ou Tableau pour créer des tableaux de bord, puis faire le suivi de nos projets, suivi de rentabilité, suivi de notre efficacité, puis justement voir justement où on pouvait faire des améliorations. Puis en fait, il y a beaucoup d'indicateurs de performance qui sont simples à mettre en place puis à suivre. Puis ça va vous permettre rapidement de voir les effets d'une nouvelle pratique, qu'ils soient positifs ou négatifs. Puis après avoir introduit justement une pratique de gestion de stock, par exemple, ou de transport, vous allez pouvoir suivre des indicateurs tels que bah, le taux de remplissage de vos camions, fait le temps de préparation des commandes, le temps de rotation des stocks, puis le, tous ces indicateurs qui ne sont pas abstraits, eh ben, eux, ils vont vous donner justement ces données tangibles pour vous aider à comprendre l'impact réel de vos nouvelles pratiques sur votre efficacité puis vos coûts. Puis l'autre point à aborder aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de système très complexe. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre en place un tableau de bord numérique avec des outils comme Power BI ou Google Data, ou même juste avec un outil de base de données tel que Airtable. Vous allez pouvoir changer justement à la base, Airtable, ça ressemble plus à un Excel amélioré, mais vous pouvez créer justement différentes vues et créer des tableaux de bord personnalisés à partir de ça. Puis, vous pouvez même créer différentes vues suivant la personne de votre entreprise, lui montrer ce qu'elle a besoin de voir pour qu'elle ait directement l'information. Donc, c'est vraiment des outils qui vous permettent de facilement avoir l'information, d'avoir tout de suite la donnée, puis de pouvoir aussi ajuster et de prendre des décisions éclairées par rapport à cette information. Et pour finir, le dernier mythe, celui des formations sur ben, un sujet complexe comme la logistique, ben, c'est souvent théorique et peu applicable à notre contexte. C'est vrai que par le passé, ben, il y avait des formations, surtout dans le domaine de la logistique, qui pouvaient des fois être un peu abstraits, trop axés sur la théorie, puis ça peut sembler un peu déconnecté de vos enjeux quotidiens. Mais faut savoir que euh, c'est vrai qu'il y a peut-être c'est important de comprendre que la formation aussi a beaucoup évolué, puis on est loin maintenant des cours magistraux où on se contente d'écouter des théories sans savoir comment les appliquer sur le terrain. Aujourd'hui, ben, les formations sont de plus en plus orientées vers des approches pratiques et contextualisées, où l'objectif, justement, ben, c'est d'apporter des solutions immédiates qui vont être adaptées à vos besoins spécifiques. Nous, on a bien conscience que chaque entreprise bah, a ses enjeux propres, a ses processus propres, ses propres défis, puis aussi ses propres contraintes. Et c'est pour ça qu'on essaye justement de personnaliser nos formations en fonction des besoins. Plutôt que de vous proposer une formation générique sur des concepts logistiques, on essaie d'analyser un peu votre situation, de comprendre vos données, vos méthodes de travail. Puis à partir de là, je fais d'adapter justement nos accompagnements. Puis on essaye justement de prendre des cas concrets et basés vraiment sur vos données. Puis, puis on, f- on aide dans des formations sur différents enjeux. On a des spécialistes en transformation numérique, en automatisation de processus, en analyse de données. Puis, l'élément crucial aussi, bah, c'est aussi le suivi post-formation. Donc, on ne se base pas que sur le fait de livrer une formation, mais on essaye aussi de mettre en place, s'assurer qu'après, vous allez pouvoir être autonome avec les formations et les outils sur lesquels on vous forme. Puis, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'on on, on a un projet de partenariat avec Renault Agro-Boréal. C'est aussi ben, comprendre justement vos besoins, votre niveau de maturité en gestion d'entreposage et de transport, analyser vos données, vos flux, comprendre comment les produits, ben, vous les transportez, vous les stockez.
Et puis à partir de là, c'est comme ça qu'on va pouvoir justement développer des ateliers de formation pratique qui vont être adaptés à votre niveau. Donc il y aura des ateliers pour des gens qui sont plus avancés, pour des gens débutants, puis pour la gestion de l'entrepreneurage, pour l'automatisation de vos processus, pour le rangement des produits, la gestion des stocks, puis aussi des ateliers qui vont être spécifiques à la gestion du transport, que ce soit l'optimisation des chargements et l'optimisation des routes. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses et je suis là si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jeffrey. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'approche selon laquelle tu déboulonnais des mythes liés à des perceptions vis-à-vis de la logistique et des différents aspects qui la concernent. Je pense que ça va peut-être résonner auprès de différentes personnes. Puis déjà pour nous, ben, ça nous envoie des messages qui sont peut-être un petit peu plus structurants quand on discute avec des entreprises qui peuvent nous refléter ce genre de mythes-là. Donc, je te remercie beaucoup. Tu as fait référence dans le cadre de la présentation à un projet qui est en cours. Effectivement, en ce moment, en collaboration avec la table agroalimentaire, le Créneau Agro-Boréal, on porte un projet qui porte sur l'optimisation de la logistique de distribution et de transport alimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est accompagné pour ce faire d'Innovlog, mais également du Collab. Donc, en ce moment, il y a une collecte de données qui est en cours pour nous permettre d'établir un portrait de la situation. Et ensuite, il va y avoir une identification de solutions qui pourraient être mises en place afin d'optimiser les pratiques actuelles, puis venir justement répondre à des enjeux qui vont avoir été soulevés à travers la collecte de données. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller compléter le questionnaire de la collecte de données. Également, dans le cadre du projet, il y aura une offre de formation à venir. Donc, très bientôt, cette offre-là va être diffusée. Si vous avez de l'intérêt, ben déjà, vous pouvez vous manifester, laisser vos coordonnées. Dès que l'offre sera disponible, on pourra vous la faire suivre. Donc, cette formation-là, ben, ça fait un beau pont avec la fin de la présentation de Jeffrey, dans le sens où ça va être très adapté à la réalité des entreprises. Donc, très personnalisé. Je pense que ça va être intéressant de voir de quelle façon ces conseils-là, ces recommandations peuvent s'appliquer à votre entreprise. Ça terminerait. On n'a pas eu de questions dans le chat. Donc, ça terminerait notre séance pour aujourd'hui. Avant de vous laisser, ben, je remercie à nouveau nos partenaires, donc Financement agricole Canada, Réseau Agri-Conseil, les créneaux bioalimentaires du Québec, donc Aliments Santé, Créneaux acéricole ainsi que Transformation. Je vous invite à consulter notre site web au www.agroboreal.com pour visionner à nouveau ce webinaire, si vous voulez vous rappeler, vous remémorer certains concepts qui ont été abordés aujourd'hui, ou encore pour visionner les webinaires sur les sujets précédents qui sont disponibles également sur notre site web. C'est également possible de s'inscrire à ceux qui s'en viennent, donc en novembre et décembre. Et il y en aura d'autres aussi après les fêtes. On est en train d'y travailler. Sur ce, ben, ça ferait le tour pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'hésitez pas à nous contacter au créneau si vous avez besoin de soutien dans vos projets collaboratifs ou pour vous mettre en réseau avec des partenaires de notre réseau, au même titre que peut l'être Innovlog. Donc, à tous une belle fin de journée.